Nous faisons depuis quelque temps une série sur les méfaits de l'impérialisme, de l'impérialité. Et je voudrais vous parler de la francophonie en particulier aujourd'hui, et des méfaits de la francophonie. Il est vrai que j'ai souvent été très fier de cette francophonie, mais je n'en avais pas mis en évidence les aspects pervers. C'est comme dans toute forme d'impérialité, d'annexion, tout à fait excitant. On se dit, ah, ça s'élargit, ça évolue, et en réalité, c'est souvent très contre-productif. Les évolutions sont souvent liées à des annexions, à des augmentations, à des additions, qu'on appelle des évolutions, mais qui finalement sont souvent des aliénations. Alors, dans le cas de la francophonie, ça nous renvoie à la question de l'immigration. Pourquoi la question de l'immigration? Parce que l'immigration en France est essentiellement, pas totalement, liée à la question de la francophonie. La francophonie est responsable et sous-jacente au problème de l'immigration en France. Et c'est un aspect extrêmement étrange et particulier qu'on ne trouve pas évidemment par exemple en Allemagne. Les populations musulmanes en Allemagne ne sont pas d'origine germanophone. Pour l'excellente raison, c'est que l'Allemagne n'a pas réellement de colonies germanophones outre-mer. Donc, quelle est la différence entre une immigration venant d'un pays qui ne parle pas la même langue et l'immigration venant d'une région où on parle la même langue que le pays d'accueil? La France, de ce côté-là, est marquée. On pourrait dire que l'Angleterre l'est également en partie, et que les Arabes d'Angleterre viennent plutôt de pays comme l'Inde ou le Pakistan qui étaient anglophones, et que en France, l'essentiel de l'immigration vient d'Indochine francophone ou du Maghreb francophone. Est-ce qu'on a assez réfléchi, et je ne parle même pas de toute l'Afrique francophone qui aujourd'hui alimente en grande partie aussi l'immigration? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question sous cet angle-là? Ce serait assez improbable, sans vouloir me vanter. Le processus de l'immigration implique normalement euh, l'acquisition d'une langue que l'on ne connaît pas, et par conséquent un statut séparé du fait de cette langue à laquelle on est étranger et que l'on parlera plus ou moins bien, plus ou moins couramment. Le propre de l'immigré, c'est de ne pas maîtriser couramment la langue du pays d'accueil ou de la parler d'une manière un peu idiosyncratique, particulière, qui ne s'inscrit pas dans une sociologie ou dans une histoire-géographie spécifique. Or, dans le cas de l'immigration francophone, qui à mon avis constitue plus de 75% des immigrés en France, d'autant plus que si on rajoute les immigrés qui y sont venus de Turquie également, c'était une région qui était assez marquée par la francophonie. Donc la France a été victime de sa propre impérialité. D'ailleurs, on l'a remarqué souvent, on l'a signalé, que la France qui a envahi certaines colonies ou certains pays est à nouveau à son tour envahie par ces colonies au nom justement de la francophonie ou du fait de la francophonie. Car quand une population est familière avec la langue française et qu'elle la pratique sans avoir eu initialement de projet d'immigration, et on peut dire que dans bien des cas,
ces populations francophones outre-mer n'avaient pas le projet de venir en France, y compris par exemple les Juifs d'Afrique du Nord, qui étaient francophones, mais qui n'avaient pas nécessairement le projet de venir en France avant les événements des indépendances tunisiennes, marocaines, puis algériennes. Donc ils se sont trouvés propulsés en France, mais en ayant déjà la pratique courante de la langue française. Et c'est là qu'il y a une espèce de contradiction dans les termes, qui fausse beaucoup de choses. Alors je sais que ça ne plaira pas à tout le monde ce que je dis, mais je suis pour que les choses soient claires. C'est-à-dire que les gens qui sont nouveaux venus dans un pays, on puisse les distinguer. Et notamment la distinction classique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la distinction dans le rapport à la langue. Je sais que je ne parle pas le français comme on le parle, comme les gens dont c'est la langue maternelle en quelque sorte, et donc j'ai conscience de ma différence, j'ai conscience de mon décalage. Mais si, dès le départ, j'avais pratiqué dans mon enfance, dans mon pays d'origine, je ne parle pas de moi, je suis désolé, je ne parle pas de moi, c'est une sorte de licence poétique que de parler à la première personne pour donner un exemple. Je ne tire pas des conclusions ridicules à ce sujet. On va dire le on plutôt que le je si ça crée des problèmes dans la tête de certaines personnes. Si l'on avait déjà développé une francophonie au Congo, en Afrique, en Côte d'Ivoire ou en Algérie, ça veut dire que finalement on s'est constitué sur le plan identitaire, ou en tout cas sur le plan linguistique, en dehors de tout projet d'immigration. Tous ces gens qui parlent le français en Afrique ne sont pas des candidats au départ à l'immigration. Mais quand la problématique de l'immigration se présente, ils ont déjà le bagage du français. Alors c'est pas tout à fait, c'est pas la question de savoir si le français qu'ils parlent est différent de notre français. C'est pas la question de savoir s'ils ont un accent différent. La question c'est qu'ils le parlent couramment, dans la plupart des cas. Et cette fluidité de la langue, qui normalement devrait être réservée aux gens qui vivent, qui sont immergés dans ce pays depuis des générations, et qui là est un trait de l'immigration récente. Mais quand on entend parler des Africains entre eux, ils n'ont pas appris le français en France. Et pourtant, ils le parlent couramment. Et eux-mêmes ont le sentiment qu'ils le parlent aussi bien que les Français de métropole. C'est ça aussi qui est important. Et par conséquent, qu'ils n'ont pas de leçons à recevoir. En fin de compte, ces immigrés qui viennent en France de la francophonie, au fond, ils considèrent que le processus d'immigration, ils n'ont pas à le vivre puisqu'ils sont déjà dans la francophonie d'ipso facto, d'entrée de jeu. Donc ils n'ont pas besoin de se fatiguer, pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Ils n'ont rien à apprendre des Français, puisque eux-mêmes, ils sont eux-mêmes des Français, sauf que ce sont des Français qui viennent un peu d'ailleurs. Je ne parle pas non plus des Français de Martinique ou des Antilles, etc. Bon, ce qui est aussi le même problème quelque part. Alors on va jouer sur le fait que c'est... Ou alors on va jouer sur la nationalité, en disant voilà, les Juifs par exemple d'Algérie, ils ont eu la nationalité française depuis 1870. Donc ils peuvent dire, donc là ça aussi ça aggrave les choses, parce que après tout, finalement, on n'a pas eu besoin de se faire naturaliser, on n'a pas eu besoin d'apprendre la langue française, donc on est des Français à part entière. Moi, je ne suis pas jacobin. Je ne crois pas à un modèle unique, à une situation unique. Je suis pour la diversité au sein de la France, la diversité des communautés,
et le fait que chaque communauté a ses propres valeurs et a ses propres enjeux. Et je considère qu'il ne faut pas tout mélanger. Donc effectivement, je suis pour un certain compartimentage des populations, un peu à l'américaine au fond quelque part, où c'est tout à fait normal qu'il y ait un quartier italien, un quartier ceci, un quartier cela. Et je rappelle que dans les villes comme Jérusalem, il y avait un quartier arménien, il y avait un quartier... Donc, cette notion de quartier me paraît tout à fait valable. D'ailleurs, on est dans le 13e arrondissement, nous avons le quartier chinois, ce qui n'a rien de problématique. Mais il faut laisser les gens parler leur propre langue, avoir leur propre religion, avoir leur propre pratique. C'est pas un problème. Ça ne me paraît pas du tout un souci. Ça ne me paraît pas du tout scandaleux. Vouloir à tout prix une sorte de modèle unique pour tout le monde, ça n'a que des effets pervers de toute façon. Il n'y a pas à forcer des gens différents à vivre ensemble. Ils peuvent se croiser, ils peuvent se côtoyer, bien entendu, mais globalement, ils ne sont pas faits pour vivre ensemble, au sens strict du terme. L'espace public est un espace où on se côtoie, où les communautés se côtoient, mais au fond, c'est dans l'espace privé, au sens communautaire du terme et pas seulement familial, que les gens ont leurs propres règles, leurs propres exigences, leurs propres morales, etc., etc. Donc, c'est aussi cette idée d'un modèle unique qui va créer des situations d'échec. Parce que à vouloir trop en faire, après on reflue. Pas Donc c'est pas la peine de donner des situations, de créer des situations d'échec en mettant la barre trop haut. On ne peut pas faire des miracles. On est marqué, comme dirait Bourdieu, on est marqué par sa sociologie et on ne peut pas y échapper. C'est pas la peine d'être dans le déni des différences. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout dans le déni des différences. Et je dirais quand même que si la langue française n'est pas un critère de différenciation, de mise en évidence de ces différences, il y a un problème. Il y a un problème. Et les étrangers qui arrivent en France, les touristes qui arrivent en France, ils rencontrent des populations qui parlent de la même façon la langue et qui n'ont pas du tout la même origine, pas du tout la même mentalité, pas du tout les mêmes valeurs. Donc il y a un problème. C'est un problème de signifiant. Quand les gens sont différents, ils doivent être marqués par des signifiants différents. Et si des gens différents ont le même signifiant, en l'occurrence la fluidité de la langue française, il y a un problème de repérage qui est tout à fait inquiétant. Et le mal français, en ce début du XXIe siècle, il est lié à la francophonie. Cette francophonie qui aboutit d'ailleurs à des effets pervers, mais on pourrait le dire de la même façon que le judaïsme est victime de son expansion à partir du roi David, de sa volonté d'annexer d'autres populations, de leur proposer un Dieu qui soit ouvert à d'autres peuples que le peuple hébreu. Ça n'a pas attendu Jésus pour y arriver. C'est déjà une dérive messianique davidienne qui était en place déjà plusieurs siècles avant l'arrivée de Jésus. D'ailleurs, on dit souvent que Jésus est descendant de la fille de Jessé. Donc, il y a une filiation. C'est pour ça que je propose que l'on intègre Jésus dans l'histoire des prophètes de l'Ancien Testament, comme Isaïe, le fameux Isaïe dont on parle tout le temps, pour dire que Isaïe avait annoncé Jésus. Ben, on s'en fout complètement. C'est le prophétisme. Le prophétisme, c'est un nouveau développement, prophétisme messianique, qui a correspondu aux délires impériaux de David et de Salomon, dont on sait que ça s'est terminé par le schisme peu après la mort de Salomon, et puis, etc., etc. On pourrait parler de ces extensions délirantes sur de tout autre sujet, comme par exemple au niveau de l'astrologie, où l'astrologie a intégré depuis 200 ans des tas de discours qui n'en faisaient pas partie et que maintenant on considère comme étant partie intégrante
de son corpus, etc. On pourrait parler de Nostradamus aussi, où effectivement on a intégré sous le nom de Nostradamus des textes qui n'ont rien à voir avec Nostradamus, etc. Cette notion d'extension-évolution, c'est une question qu'il faut regarder de très près et qui est extrêmement toxique.